Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous c'est quand? On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans Mademoiselle Pitch on Air, le podcast qui dévoile les coulisses de l'engagement et qui met en lumière les ONG. Dans les épisodes de cette deuxième saison, j'ai décidé d'amener jusqu'à vos oreilles des personnalités, des femmes et des hommes connus du grand public qui ont choisi de mettre leur notoriété au service de grandes causes. La personnalité que je reçois aujourd'hui a commencé sa carrière derrière un micro. D'abord dans sa ville natale, à Tours, puis sur les antennes de Radio France. Mais la caméra, jalouse, a souhaité aussi profiter de son talent. Mon invité est aussi entré dans nos foyers à travers la chaîne iTélé. Mais la véritable notoriété, c'est sur TF1 qu'il l'a expérimenté. Car mon invité a partagé le quotidien des Français à 20h. Et son arrivée sur cette antenne a fait grand bruit. Alors vous l'avez compris, mon invité est un journaliste aux millions de téléspectateurs, mais pas seulement, car il est aussi scénariste, réalisateur, producteur et auteur. Il est l'auteur de 4 livres, dont 3 qui abordent des questions métaphysiques. Son dernier ouvrage sur le sujet, Dieu, la source et l'univers philosophal, interroge notre place dans l'univers. Un livre qu'il faut prendre le temps de lire et de relire. C'est Tari Roselmack que j'ai le plaisir de recevoir à ce micro aujourd'hui. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Bonjour Harry. Bonjour. Pour nos auditeurs qui te connaissent avant tout comme journaliste, voici quelques éléments marquants de ton parcours pour lancer la discussion entre nous. Ton premier micro, tu l'as tenu pour Radio Béton à Tours. Ça représente quoi pour toi, la voix à la radio ? La voix, et d'ailleurs c'est marrant parce que j'allais te dire que j'aimais beaucoup le rythme que tu as installé. Alors moi c'est la première fois que je t'écoute, que je t'entends, pardon. Mais j'aime beaucoup le rythme que tu as installé dans ta façon de me présenter, de présenter mon parcours. Et oui, la voix pour moi c'est un compagnon, c'est l'un des moyens de faire passer des messages, compte tenu du fait que faire passer des messages, c'est ma vocation. Donc, je préfère l'écrit à l'audio, je préfère l'audio à l'audiovisuel dans mon cœur, mais j'utilise les trois, avec plaisir. Tu aimes l'entrepreneuriat, investir dans des aventures de création d'entreprise, je crois. Ça, c'est quelque chose qui te parle pas mal. Pourquoi ? En fait, j'aime l'humain. Et quand on me demande maintenant de me qualifier, je fais tellement de choses différentes que j'ai un peu de mal. Et donc, j'ai trouvé la formule chercheur en humanité, parce que je me suis aperçu que tout ce que je faisais avait un rapport avec l'humain, avec les femmes et les hommes. Et pour moi, l'une des pulsions premières de l'humain, c'est la création. Or, l'entrepreneuriat, c'est une aventure de création. Moi, je suis assez mauvais businessman, c'est-à-dire que négocier, parler d'argent, c'est pas trop ce que j'aime faire, même si quand vous êtes entrepreneur, il faut le faire. Il faut le faire. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de créer, c'est de m'entourer de gens pour faire des choses pour les gens. Tu as été le premier journaliste afro-descendant à présenter le 20h. Pour toi, c'est une fierté, il était temps ou un non-sujet ? Tu peux pas rester indifférent. Un petit peu des trois. C'est une fierté, oui, bien évidemment, parce que ça a rendu fiers mes parents. Et donc, quand vous rendez fiers vos parents, vous êtes fiers de les rendre fiers. Il était temps parce que oui, nous en France avions du retard parmi un certain nombre d'autres pays, parmi lesquels des pays très voisins comme l'Angleterre par exemple. Et oui, je me rends compte depuis que c'est arrivé sur TF1, c'était il y a maintenant 18 ans, bientôt 19, que tous les jours, j'allais dire, mais presque tous les jours, je rencontre des gens qui ne me connaissent pas directement et qui viennent me remercier en fait pour quelque chose qui est simplement mon parcours professionnel. Et je sais que ça a aidé beaucoup de monde, je sais que ça a redonné confiance pour beaucoup de monde, je sais que ça a permis à beaucoup d'assumer leur vocation,
publique, qu'elle soit dans l'audiovisuel ou pas d'ailleurs. Et donc, ouais, c'était un truc important. Après, moi, j'ai pas fait ce choix-là à ce moment-là pour ça. Mais j'en assume les conséquences. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. Alors comme l'engagement est quelque chose de sérieux, Harry, dans ce podcast, je voudrais mettre en avant quelques-uns de tes engagements. Quels sont tes premiers souvenirs de révolte ou d'injustice ? Mes premiers souvenirs de révolte et d'injustice ont été liés enfant à mon expérience personnelle. Alors, je ne vais pas décrire mon enfance comme une enfance difficile, confrontée à l'adversité, c'est pas vrai. Néanmoins, j'ai eu quelques expériences désagréables liées à la couleur de ma peau. Donc évidemment, le racisme, quand vous êtes noir en France, c'est évidemment une thématique à laquelle vous êtes vite confronté dans votre expérience personnelle. Et donc j'ai eu quelques expériences auxquelles j'ai rapidement su faire face, qui ne m'ont pas submergé, qui n'ont pas altéré ma personnalité, qui n'ont pas fait de moi un combattant ou un révolté, mais qui m'ont sensibilisé évidemment à cette perception que peuvent avoir certaines personnes, à ces différences qui peuvent créer des murs entre certaines personnes. Et ça, oui, évidemment, ça a forgé ma sensibilité. Et donc, je n'ai jamais été, par exemple, militant de SOS Racisme, ce que j'aurais pu faire. Hein, Oui. et c'est bien que ce genre d'action et d'association existe. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu à cœur de faire lien et de créer du lien avec les gens. Et c'est peut-être parce que je me suis rendu compte que c'était pas naturel, qu'il fallait faire un effort pour que ça arrive, que je suis comme ça. Est-ce que ton entourage, ta famille, tes amis étaient impliqués dans des causes sociales quand tu étais ado ou quand tu étais enfant ? Je crois que ton papa, ils travaillaient tous les deux plus ou moins dans le service public, il me semble. Oui, ils travaillaient tous les deux dans le service public. Mon papa comme CRS et ma maman comme employé des PTT à l'époque, donc la Poste. Et moi, dans mon entourage, ma famille était plutôt impliquée dans de l'action culturelle. Mais c'est aussi une action dans laquelle on veut créer du lien. Alors, mes parents étaient par exemple dans des associations afro-antillaises. Mes parents sont martiniquais tous les deux, donc je suis d'origine martiniquaise. Et une façon de faire cohabiter des identités qui ne sont jamais les mêmes, puisqu'on est chacun différent et qu'on a chacun dans le millefeuille identitaire des choses qui nous sont singulières. L'une des façons de créer du lien, c'est effectivement de porter à la connaissance de l'autre ce qui fait sa singularité culturelle. Donc là, c'est des associations qui organisaient des manifestations ouvertes à tous dans lesquelles il y avait des événements un peu folkloriques. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, et je détestais cordialement ça, à 7, 8, 9 ans, où je faisais des danses antillaises habillé avec une chemise à fleurs. La vôtre est magnifique, mais moi, à 7 ans, mettre une chemise à fleurs et un pantacourt pour faire des danses traditionnelles, c'est pas quelque chose que j'affectionnais particulièrement, mais avec le recul, je me rends compte que c'était important de le faire et que ce sont des choses qui peuvent créer du lien, oui. En grandissant, quelles étaient les injustices ou les causes qui te touchaient le plus, qui sont mis à t'interpeller de plus en plus, à te déranger ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie ? Moi, je suis quelqu'un de très empathique. Donc, à partir du moment où quelqu'un souffre, j'ai tendance un peu à souffrir avec lui. Quand on dit ça et qu'on est journaliste, on se dit que t'as pas choisi le bon métier. Si, j'ai choisi le bon métier parce qu'on apprend aussi à mettre de la distance et à se dire qu'on le fait pour de bonnes raisons, mais qu'il faut éviter de s'engager trop émotionnellement dans ce que l'on fait. Parce qu'on va quand même au-devant, souvent, de la souffrance, de la difficulté, du malheur. Mais je sais pas, moi, hiérarchiser les causes. Évidemment, la pauvreté, c'est une cause à laquelle j'étais confronté assez régulièrement et assez frontalement. Je me rappelle que j'ai eu une éducation religieuse, donc on allait à la messe tous les dimanches ou presque, et à l'entrée et à la sortie de l'église, il y avait des gens qui faisaient la manche. Et c'est quelque chose, oui, qui, dès tout petit, moi, je me demandais pourquoi, en fait. Donc après, on comprend assez vite qu'on est dans un monde qui fonctionne d'une façon inégalitaire, qui cherche
d'une certaine manière à réparer ces inégalités sans remettre en cause le cœur du logiciel de notre fonctionnement qui crée ces inégalités. Donc on est dans des mécanismes un peu hypocrites, me semble-t-il, de correction de choses que l'on crée soi-même. Et on ne cherche pas à changer le logiciel de départ pour qu'il crée moins d'inégalités, pour qu'il crée moins de gens qui sont dans ce genre de difficultés. Donc ça, je l'ai évidemment compris, mais c'est quelque chose qui, au départ, a suscité aussi de l'incompréhension, une envie de comprendre en tout cas. Alors, j'ai cru lire ou entendre que tu trouves qu'on s'arrête trop à la superficialité des gens et pas à leur essence, qu'on réduit trop l'autre à un seul critère quand on parle de lui ou quand on fait référence à lui. Qu'est-ce que tu entends par là ? J'entends qu'on est tous complexes, on est né d'une évolution de l'information vers quelque chose de simple, vers quelque chose de plus en plus complexe. C'est le sens même de l'évolution de l'univers qui complexifie l'information qui nous fait, et qu'en dépit de cette complexité, on se considère souvent de façon simpliste, essentialisant les uns et les autres en fonction d'un critère qu'on choisit d'ailleurs de façon complètement subjective. Ça peut être la couleur de la peau, ça peut être le métier, ça peut être la religion, ça peut être le genre. Et c'est forcément faux, c'est forcément erroné. C'est à partir du moment où vous considérez un existant complexe d'une façon simpliste, vous passez à côté de ce qu'est cet existant. Alors, la spiritualité et l'éveil des consciences, c'est deux sujets, deux thématiques qui tiennent particulièrement à cœur. Pourquoi ? Comment c'est venu ? Par ton côté empathique ? Oui, certainement. Par une transmission déjà. Parce que la religiosité, c'est quelque chose que l'on transmet. Et la religiosité, alors c'est souvent attaché à une étiquette, à des dogmes qui, moi, personnellement, ne m'intéressent pas tellement. Mais ça amène effectivement à s'intéresser à l'esprit, à la spiritualité, à ce qui n'est pas physique, à ce qui n'est pas matériel. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse vraiment. Parce que quand je parle justement de la profondeur des gens, ça comprend ce qui n'est pas visible, ce que je ne peux pas toucher avec mes mains, ce que je ne peux pas sentir, ce que je peux percevoir. Et ça fait partie effectivement des choses de l'esprit. Dans ton livre, tu interroges l'existence de Dieu. Comme tout le monde, j'ai envie de te dire, mais toi, tu en fais une quête presque scientifique. Pourquoi ? Parce que je suis donc un petit Français qui est allé à l'école française et qui est donc cartésien et qui a donc envie de comprendre et qui a envie de comprendre aussi pour partager. Quand vous croyez en quelque chose, encore une fois, moi, ma religiosité, elle m'a été transmise, donc moi j'ai toujours cru en Dieu, entre guillemets, mais à un moment, si vous voulez partager une conviction qui a déjà probablement un Dieu, en tout cas une entité créatrice de cet espace-temps dans lequel on vit, si vous voulez partager le fait que cet univers, il a des principes directeurs et que ces principes directeurs, elles nous délivrent un message, elles nous donnent une direction à tous, qui que l'on soit, où que l'on soit, quelle que soit notre religion, etc. Si vous voulez partager ça, il faut donner des arguments, et des arguments rationnels, parce que la seule chose que l'on partage et qui peut faire du consensus, c'est la logique, c'est la raison. Et si par la logique et la raison, je vous amène à considérer mon hypothèse comme très vraisemblable, là j'ai plus de chances de vous emmener avec moi que si je me contente de vous dire « je crois en ça et donc fais comme moi ». Tu fais partie du club des Averroès, on dit ? Comment on dit ? C'est le club Averroès. Alors, à ma connaissance, ce club n'existe plus formellement, c'est-à-dire qu'il n'a plus de réunion, mais c'est un club qui a été très important au début des années 2000 pour participer à l'inclusion, à l'expression de la diversité dans les médias. Tu as été aussi parrain de l'école de Montfermeil, une école qui s'engage pour la réussite scolaire des enfants issus des quartiers populaires notamment. L'égalité des chances, c'est un combat important pour toi ? Oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, on est dans un système qui fonctionne sur l'inégalité et parfois sur l'injustice. Et donc, cette inégalité, cette injustice, il faut essayer de la rattraper. Si on ne peut pas changer le logiciel de départ,
il faut participer à cette forme de rattrapage. Et moi, un constat qui m'a choqué, c'est qu'effectivement, dans des quartiers de banlieue populaire, là où il y a une plus grande diversité d'élèves, c'est-à-dire que c'est là où vous avez les élèves de statut social, d'origine les plus différents qui soient, parce que c'est là que ces populations-là sont souvent, et c'est là où vous avez l'offre scolaire la plus unilatérale, puisque vous n'avez que des écoles publiques, et qu'il y a une offre scolaire qui est très limitée. Alors que dans les centres des villes et des grandes villes, on trouve plein d'écoles différentes, des écoles privées avec des méthodes, avec des pédagogies différentes, qui s'adaptent davantage au profil d'élèves, qui sont moins divers que dans les quartiers. Et donc je trouvais que cette initiative d'Espérance Banlieue de créer des écoles privées dans ces quartiers populaires, en s'adaptant à ce terrain, en étant sur... certes, l'acquisition des savoirs, mais aussi une forme de savoir-vivre autour de valeurs communes. Tout ça, moi, me parlait, me semblait intéressant. Et donc, oui, j'ai été parrain de cette école, du cours Alexandre Dumas à Montfermeil, puis des écoles Espérance Banlieue. Alors, tu t'engages souvent pour des causes, par exemple le Secours populaire. Je sais que tu présentes des vrais faux JT, ils en ont de la chance. Pour eux, que tu parraines Soleil d'Europe, qui emmène en vacances des enfants défavorisés. Qu'est-ce qui fait que tu t'engages ? Qu'est-ce qui fait que tu t'engages pour une cause ? Et j'ai un peu l'impression qu'il y a ce côté réparer l'inégalité sociale en t'écoutant. Ouais, c'est... moi, ma marotte, c'est non seulement la solidarité, mais c'est l'harmonie. Pour moi, l'harmonie, alors évidemment, elle englobe le lien, elle englobe la solidarité, mais elle a ce truc en plus de créer de l'équilibre. L'harmonie, c'est l'équilibre, en fait. Et l'équilibre, il ne peut pas fonctionner sur l'inégalité ou sur l'injustice. Et donc, oui, ramener de l'équilibre pour parvenir à l'harmonie, c'est effectivement quelque chose qui est moteur chez moi. Alors, on a un point commun, parce que moi aussi, j'ai aidé le Secours populaire. J'ai fait une campagne pour eux, pour expliquer qu'il fallait 5 générations pour sortir un enfant de la pauvreté. 5 générations, on se dit, c'est pas gagné, il faut accompagner sur le long cours. C'était une campagne que tu as peut-être vue. C'était un petit garçon en noir et blanc avec un post-it écrit « pauvre » sur le front. Et en tout cas, c'est une campagne qui les a beaucoup aidés. Ils en parlent encore maintenant. C'est effectivement... l'une des particularités de notre société française, alors on est dans une matrice capitaliste qui effectivement fonctionne en partie grâce à l'inégalité et en génère, mais en France, on a quelque chose qui est de l'ordre de la reproduction sociale, c'est-à-dire que c'est plus dur en France de casser certains plafonds de verre et de switcher d'un monde à l'autre, j'ai envie de dire. Il y a des pays où, certes, vous pouvez tomber beaucoup plus bas, mais vous pouvez monter beaucoup plus haut aussi. Et je crois qu'effectivement, la notion d'étiquette sur le front, c'est une notion que malheureusement, on connaît bien en France et dont on a du mal à se départir. Alors, je sais aussi que tu es parti en Haïti avec Action contre la faim pour visiter leur programme. J'imagine que ça a dû... te bouleverser, ça aussi, ce que tu as vu sur le terrain. Bien sûr, pour plein de raisons. Mais c'est marrant, moi, ce qui me reste d'Haïti, alors que j'ai été confronté à des situations de crise et de pauvreté extrême, on y est allé effectivement à la suite de 2 catastrophes naturelles. Alors c'était avant le tremblement de terre, de 2010 ou 2011, donc c'était avant ça, mais ils avaient subi coup sur coup 2 cyclones qui avaient vraiment ravagé la région des Gonaïves, qui se trouve au centre d'Haïti, et ces gens n'avaient vraiment plus rien, les services publics étaient extrêmement défaillants, et donc là ce sont les ONG, sans les ONG et sans les associations, ça aurait été une catastrophe sans nom. Et donc, j'ai été vraiment confronté à ces situations, mais vraiment de pauvreté extrême. Et ce que je garde d'Haïti et de ce peuple haïtien, c'est sa richesse, déjà sa fierté, sa richesse culturelle. Vous avez plein de peintres dans les rues, des gens qui vous proposent des tableaux, qui vous proposent des œuvres d'art, mais dans la rue, comme ça. Et ce sont des gens qui ne négocient pas, c'est-à-dire n'essayez pas de négocier le prix d'un tableau. Ils vont vous dire, continue ton chemin. Si tu veux gagner 1 euro, 2 euros, 50 centimes sur quelque chose, ils vont pas vous le vendre.
Ce sont des gens qui Digne. ils sont dignes, ils connaissent la valeur de ce qu'ils font, ils connaissent la valeur de leur art. Ce sont des gens aussi qui sont très lettrés, qui aiment beaucoup la littérature, qui aiment beaucoup la poésie. Et c'est vrai que moi, c'est plus ça que j'ai gardé que plutôt la pauvreté qui était effectivement quelque chose aussi de très marquant. Pour faire porter ta voix, tu fais plus qu'apporter ta voix ou ton image aux ONG, tu fais aussi ton métier. Tu as produit un film documentaire sur l'affaire Clodo, l'État républignal. Tu peux m'expliquer cette affaire Clodo et pourquoi tu as décidé de produire ce film ? Ça se passait aux Antilles, je crois. Oui, exactement. Là encore, c'est de l'ordre de l'injustice flagrante, c'est-à-dire que cette affaire Clodo, dit Claude Jean-Pierre, c'est son petit nom à Claude Jean-Pierre. Claude Jean-Pierre, c'est grosso modo une affaire George Floyd qui s'est déroulée 6 mois après cette affaire George Floyd et dont personne n'a entendu parler. Ce monsieur, un retraité de 67 ans, rentrait chez lui en voiture après avoir bu quelques coups avec ses copains. Il s'est fait arrêter par une patrouille de gendarmes. Le contrôle a mal tourné. Claude Jean-Pierre est ressorti de cette altercation tétraplégique et il est mort quelques jours après. Manque de chance, et en tout cas, coup de chance pour tous ceux qui défendaient, qui essayaient de connaître la vérité. Ça a été filmé par des caméras de vidéosurveillance et on voit ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé est très différent de ce qu'ont mis les gendarmes dans leur rapport. Néanmoins, le procureur de la République de Basse-Terre a requis un non-lieu. Et en allant travailler sur cette affaire, en enquêtant sur cette affaire, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 histoires en Guadeloupe, 4 affaires, Similaire. entre les années 80 et le début de l'année 2024. Il y a eu 4 affaires dans lesquelles il y a eu mort d'hommes suite à des interactions avec les gendarmes et manifestement au moins des questions à se poser sur comment ça a pu arriver, pourquoi ça a pu arriver, dans quelles circonstances. Et dans aucune de ces affaires, pour l'instant, il n'y a eu de procès. Paf, 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 le loup. La question poil à gratter. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche pas de dormir mais gâche un peu le goût de tes plaisirs ? En gros, quelle est la cause qui n'est pas essentielle mais qui mériterait quand même pour toi qu'on s'y attarde un peu plus ? Simplement l'importance du sourire, qui demande de prendre sur soi. Parce que quand je dis ça, ça a l'air simple et tout. C'est pas simple d'être avenant, c'est pas simple de sourire. Et on peut se dire que c'est pas important, parce qu'en vrai, on survit sans sourire aux autres et sans recevoir les sourires des autres. En tout cas, on a l'impression. Mais ouais, j'ai envie, moi, de façon secondaire, d'inviter les gens à se sourire davantage, parce que c'est le début de quelque chose, en fait. Et c'est le début de cette notion d'harmonie qui, pour moi, pour le coup, est essentielle, principale, et c'est elle qui... Alors, je suis pas sûr que je ne veux pas dire que ça m'empêche de dormir, mais c'est elle qui anime une partie de mes nuits, en tout cas, parce que moi, quand j'écris, comme je ne suis pas un écrivain professionnel qui vit de l'écriture, j'écris quand je ne travaille pas. Et je peux écrire la nuit, donc on peut dire que ça occupe pour le coup une partie de mes nuits. Et ça, cette notion d'harmonie et de parvenir à un fonctionnement plus harmonieux, qui est celui que nous dicte l'univers dans lequel nous évoluons et qui nous a créés, ça c'est quelque chose d'essentiel. Mais en secondaire, je vais parler du sourire, ouais. C'est vrai que c'est important, parce que j'ai eu l'opportunité pendant plusieurs années de faire la distribution alimentaire aux camions des restos. Et tu as beaucoup de gens qui vivent dans la rue. Et depuis, je fais plus maintenant, mais depuis, quand je vois un SDF dans la rue, je le regarde, je m'intéresse à lui, je lui souris, je lui parle. Et rien que 5 minutes à parler, le regarder comme un humain, comme quelqu'un de normal. Et souvent, je découvre des gens qui ont des vies, qui ont eu des vies folles, quoi. C'est juste des ruptures de vie et ils étaient tout seuls et voilà, ils ont sombré. Mais je trouve des belles personnes derrière tout ça. Oui, mais là où tu as raison, c'est qu'effectivement, rien que quand vous avez quelqu'un qui vient à la porte de votre voiture pour vous demander de l'argent, vous n'êtes pas obligé de donner à chaque fois, de toute façon on ne pourrait pas, forcément, malheureusement, mais un sourire, ça coûte rien. Alors je souhaiterais te parler maintenant du rôle des personnalités publiques dans la société. Est-ce que lorsqu'on est exposé publiquement, comme toi, journaliste, sur TF1 par exemple, on se sent obligé de prendre position par moment ? On sait qu'on a un impact, mais personnellement... moi, je me sens obligé de rien. Je fais parce que j'ai cet élan qui me pousse à faire. Mais je me sens obligé de rien et je m'élève contre ceux qui pensent
que un tel ou un tel est obligé de prendre position et de réagir. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent d'un point de vue communautaire, c'est-à-dire en tant que personnalité noire, par exemple, on est parfois sommé de prendre position, de réagir, et de réagir de telle façon. Moi, je pense que chacun fait comme il le sent, et que les postures un peu obligées et les postures de façade, ça marche pas, en fait. Oui, ça fait pas vrai, ça se sent assez vite. Oui, ça fait fake, ça se sent. Est-ce que tu penses que ta notoriété, même si elle facilite la diffusion du message, peut être parfois un frein ? Ça, c'est une très bonne question. Et ça répond à quelque chose que je porte souvent. Hier soir, j'étais à Bordeaux et j'intervenais devant un cercle de femmes dirigeantes, entrepreneurs, souvent, en tout cas dirigeantes dans des grandes entreprises, qui m'avaient invité pour parler de mon livre et de ce que j'y défends. Et en préambule, je disais, alors c'est vrai que on a tendance à vouloir incarner des causes, à être sensible à une personne, à un charisme, à une façon de porter un message, mais je dis toujours, intéressez-vous au message plus qu'au messager. On a tendance à faire l'inverse. Et même pour reprendre cette actualité récente, ce qui est arrivé à l'image de l'abbé Pierre et à Emmaüs et tout ça, montre qu'il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire que, oui, des gens s'engagent et on peut écouter, il faut écouter les gens, il faut être sensible aux gens, mais il ne faut pas s'arrêter à la personne. Il faut surtout capter le message, entendre le message, digérer le message et le faire sien, et laisser le messager de côté. Parce que on ne connaît pas les gens complètement, on est des êtres humains, on a plusieurs faces à nos personnalités, et parfois c'est de l'ordre du grand écart. Et donc, pour ne pas s'exposer à ces choses-là, de façon générale, j'évite de me mettre en avant dans ce que je porte, même si mon image m'aide, mais j'évite de me mettre en avant et j'invite les gens à ne pas s'arrêter à la superficie, mais à être vraiment dans la profondeur. Et en l'occurrence, la profondeur, c'est le message. Alors, dans toutes ces causes ou tes engagements, quelle a été ta plus belle rencontre, une personne qui t'a marqué ou inspiré ? Je vais parler de Anne comme ça, parce que c'est elle qui me vient à l'esprit. Anne, c'est une femme qui avait 74 ans quand je l'ai rencontrée dans le cadre d'une de mes immersions qui traitait de la fin de vie. Et Anne, qui habitait Montreux en Suisse, elle s'est fait accompagner vers un suicide assisté. Et dans ce documentaire, donc sur la fin de vie, en immersion, on appelait ça à l'époque, on a suivi Anne jusqu'au bout, jusqu'au moment où elle a déclenché le processus létal et où elle est morte. J'étais à côté d'elle et les dernières paroles qu'elle a prononcées sur cette terre, elle les a faites face à notre caméra. Ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être considéré comme extrêmement voyeur, extrêmement désobligeant, et ça a été au contraire un moment, alors de grande intensité évidemment, mais un moment de grande sensibilité et de sens en fait, parce que elle avait un message à faire passer, qu'elle portait et qu'on l'a aidé à porter, parce que nous, on est ça, les journalistes, on est des passeurs, on passe des infos, on passe des messages, et elle avait envie de faire passer ce message relativement à la fin de vie, et à la façon dont elle souhaitait partir, et c'est une dame qui m'a marqué, parce qu'elle était formidable, elle était belle, elle était forte dans ce qu'elle voulait affirmer, elle le défendait, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais elle le défendait. Et nous, on est allé tellement loin avec elle dans ce processus, jusqu'au bout finalement, que forcément c'est quelqu'un qui m'a marqué, c'est une expérience qui m'a marqué. C'est l'une des... le grand bonheur du métier de journaliste, quand même, quand vous êtes sur le terrain, c'est que vous vivez 1000 vies, vous vivez 1000 expériences que vous ne vivriez pas forcément dans votre vie à vous. Oui. Et ça, c'est l'une des expériences qui m'a marqué. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Coucou. Au revoir, président. Le mot de la fin. Alors pour finir cet entretien, cher Harry, je vais te poser des questions rapides et puis tu vas me répondre sans trop réfléchir à ce qui résonne en toi sur chacune d'elles. Si je te demande de me citer un penseur ou un philosophe qui t'a bousculé. Eckhart Tolle. Pourquoi ? Parce que son livre « Le pouvoir du moment présent », j'ai mis beaucoup de temps à le lire. On me l'a offert une première fois, je l'ai mis dans la bibliothèque, je ne l'ai pas lu. Une deuxième fois, je l'ai perdu. La troisième fois qu'on me l'a offert, je l'ai lu.
Et je suis tombé sur le cul, pardon de l'expression. C'est quelque chose qui a vraiment résonné en moi et il a eu une importance, une grande importance dans ce que j'ai pu développer par la suite. Une invention qui, heureusement, a changé nos vies. Le feu, c'est une découverte plus qu'une invention, mais ouais, la découverte du feu, évidemment, c'est quelque chose qui a changé nos vies, mais je sais pas trop. Un rêve que tu n'as pas encore réalisé ? D'avoir vraiment un impact parce que j'ai découvert, parce que je partage aujourd'hui, d'avoir cet impact de façon populaire et de façon académique. Dis-nous quelques mots sur notre 6e sens endormi, l'intuition. Je crois que c'est quelque chose qui te parle. Ouais, c'est quelque chose qui me parle. L'intuition, c'est une ouverture vers une autre dimension. On se pose souvent la question de savoir est-ce qu'il y a d'autres dimensions que les 4 dimensions qu'on connaît habituellement, les 3 d'espace et la dimension de temps. On se dit qu'on n'a aucune preuve qu'il existe d'autres dimensions. C'est faux, puisqu'on a tous été confrontés à l'intuition. On a tous reçu des infos qu'on n'attendait pas, qu'on ne recherchait pas et qui sont arrivées comme ça. Ces informations, pour moi, c'est la preuve qu'il existe une autre dimension, au moins une autre, et qui nous fait parvenir de l'information. Qu'est-ce qu'il y a après la mort, selon toi ? Il y a un autre état d'existence dont je ne sais pas grand-chose, mais ce que je sais, c'est que la vie est un des états de l'existence et que la mort, ce qu'on appelle la mort, c'est un autre état de l'existence, sachant que l'existence n'a pas de début, n'a pas de fin. Avant de se quitter, parle-nous de tes projets. Il y a notamment ce livre qu'on a déjà cité, Dieu, la source et l'univers philosophal. On te retrouve bien sûr, je pense, toujours sur TF1, dans 7 à 8. Avec grand plaisir. Est-ce que tu travailles sur d'autres projets, des films ? Raconte-nous. J'ai tellement de projets qu'il faudrait un autre podcast pour tous les détailler. Mais oui, alors moi j'aime écrire et j'aime les histoires. Et là, avec un copain producteur, on s'est vu, mais il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, et on a eu une super idée, tous les deux. Ça a été une trouvaille collaborative. On ne sait pas encore si ce sera une série ou un film, mais on a trouvé une super thématique qui n'a jamais été explorée, qui est une thématique un peu historique, et qui pourrait faire un super film, une super fiction. Donc on a rendez-vous là dans quelques jours pour continuer à travailler la chose, et on espère que ça donnera une série vraisemblablement, ou un film, donc voilà. Merci infiniment Harry, et merci à vous chers auditeurs, chères auditrices. Merci d'avoir écouté cet épisode. Mademoiselle Pitchoner est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aller découvrir tous les invités qui m'ont fait l'amitié de venir à mon micro cette saison. À très bientôt. Merci mademoiselle. Merci Harry. Il paraît que le 20h c'est comme une drogue, ça te manque pas ? Non, je suis sevré.